Bonjour et merci de nous être fidèles tous les dimanches. L'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, c'est une femme puissante et libre. C'est le nom de son mouvement. Elle est à la tête de la région de loin la plus riche et la plus peuplée de France. Incontournable sur la scène politique nationale et chez les Républicains. C'est elle que nous voulions entendre alors que nous sommes à un moment important du quinquennat d'Emmanuel Macron. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est installée au micro et devant les caméras de questions politiques pour intervenir. L'appli France Inter ou sur Twitter avec le mot-clé Question Paul. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour et bienvenue Valérie Pécresse. Bonjour. Beaucoup de questions à vous poser, vous vous en doutez. À mes côtés pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali. Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie. Bonjour Ali. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut à tous. Karine qui fera votre portrait Valérie Pécresse dans un instant. On va revenir d'abord sur une semaine politique assez folle, marquée par la colère de Jean-Luc Mélenchon suite aux perquisitions à son domicile et au siège des Insoumis. Quand on lit Laurent Wauquiez aujourd'hui dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, il dit la chose suivante: tous les candidats à la présidentielle font l'objet de procédures en justice, sauf un, Emmanuel Macron, alors que de lourds soupçons pèsent sur sa campagne. Fin de citation. Il laisse entendre que la justice est à la main du pouvoir, au fond un peu comme Jean-Luc Mélenchon. D'abord, personne n'est au-dessus des lois. Et effectivement, il faut que la justice soit la même pour chaque Français. Ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon comme pour le président de la République. Et donc c'est important aussi que tous les citoyens aient le sentiment que la justice est la même pour tous. Et est-ce que vous aussi vous dites ah tiens, François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais pas Emmanuel Macron? Moi, je dis surtout que tout ce que cela donne à voir de la vie politique est extrêmement triste et que je comprends que les Français en soient dégoûtés et que c'est très dangereux d'avoir des Français dégoûtés de la politique parce qu'on sait très bien ce que ça fait le lit de tous les extrêmes. Mais en clair, est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous qualifiez de cirque ou de théâtre tout ce qui a pu se passer au moment de la perquisition, les cris d'orfraie de Jean-Luc Mélenchon, la volonté d'enfoncer la porte? Est-ce que vous trouvez que c'est désolant, comme certains le considèrent? Valérie Pécresse. Je crois plus profondément que l'hystérisation du débat politique par Jean-Luc Mélenchon est pathétique. Elle est pathétique et elle est scandaleuse. Parce qu'en réalité, elle légitime toutes les formes de rébellion face à l'autorité publique. Et aujourd'hui, quand une bande va venir attaquer ou agresser des policiers, quand un jeune homme, comme ça a été le cas cette semaine, va pointer un revolver contre sa prof, mais il pourra toujours dire, mais regardez, je suis un insoumis, je suis comme Jean-Luc Mélenchon, je me rebelle contre cette autorité qui, par définition, est une autorité injuste. Moi, je crois que la police et la justice sont des autorités justes. Je crois qu'on doit les respecter. Je crois qu'on doit respecter tous ceux qui, dans notre pays, ont le dur travail de faire respecter la loi. Et cette question de l'autorité de la loi, elle doit être au cœur de notre projet commun. Et je trouve, malheureusement, que le gouvernement, de ce point de vue, est trop laxiste. Mais alors, allons puis Virginie. Jusqu'au bout dans le propos que vous tenez. Dans ce que j'entends, Jean-Luc Mélenchon, finalement, met en danger la démocratie dans laquelle on vit. Donc, est-ce qu'il a encore le droit, entre guillemets, je vais aller très loin, d'être député? Est-ce qu'il peut encore représenter la nation quand il bouscule les juges, quand il insulte les policiers? Je crois que de toutes les façons, il doit faire l'objet de sanctions exemplaires. Vous savez, on est dans un pays de liberté. Donc on a le droit d'enfreindre la loi dans un pays de liberté, mais il y a une sanction quand on enfreint la loi. Et c'est ça le sujet. C'est les Français ne comprennent plus cette montée de la violence utilisée et instrumentalisée par les politiques. Et ça trouble énormément. Et là encore, je le dis, il y a besoin de retrouver la sérénité. Il y a besoin de retrouver un esprit constructif. La France s'est construite sur un ciment. Ce ciment, c'est la loi de la République qui doit être au-dessus de tout. Et personne n'est au-dessus de la loi. Pas Monsieur Mélenchon, pas Madame Le Pen, pas non plus le président Emmanuel Macron, s'il se trouve que certains de ses ministres, par exemple dans la campagne, ont enfreint les lois. Mais est-ce que vous pensez que M. Wauquiez a raison d'alimenter ce doute sur l'indépendance de la justice en faisant les insinuations qu'il fait dans Le Parisien? Valérie Pécresse. Non, le sujet c'est que nous avons aujourd'hui des ministres qui ont été mis en cause au sujet de la campagne, je pense à Madame Pénicaud, et on aimerait bien effectivement savoir ce qu'il se passe aujourd'hui, où en sont les procédures judiciaires. Moi, je crois aujourd'hui à la justice de mon pays, j'y crois et je la respecte. Dans cette affaire, on a le sentiment quand même que Jean-Luc Mélenchon ne va perdre aucune voix aux prochaines élections
aux prochains scrutins électoraux. On a l'impression qu'on a basculé en France en pleine dérive populiste. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Non, moi je crois l'inverse. Je pense que qui va être sanctionné électoralement. Je pense malheureusement que ce qu'il fait, c'est mettre de l'huile sur le feu et inciter à la violence une partie de ses sympathisants. Et que ça, c'est une faute politique. C'est une faute politique, c'est une faute morale, et c'est totalement condamnable. Maintenant, je pense qu'il y a une grande majorité de Français qui sont des Français qui sont révulsés par ce comportement. Et je pense que ça pourra donner lieu, dans certains cas, je pense par exemple aux prochaines municipales, mais à des tout sauf la France insoumise. Un mot encore sur cette question. Jean-Luc Mélenchon dénonce une opération politique et une opération menée par l'Élysée. Et ça rappelle la ligne de défense de François Fillon pendant la campagne présidentielle, qui lui aussi accusait un cabinet noir, la présidence de François Hollande, une justice qui aurait été aux mains du pouvoir. Est-ce qu'on peut comparer les deux situations ? Est-ce que vous retrouvez aujourd'hui, sous une autre forme, finalement exactement la même chose que ce que déclarait votre candidat pendant la présidentielle ? Ce que je veux dire à tous les magistrats de France, c'est faites votre travail, faites-le sereinement et faites-le jusqu'au bout. Une réaction quand même à la décision de Marc Ladreit-Lacharrière de plaider coupable. Alors je rappelle que c'est un homme d'affaires, que c'est un très proche de François Fillon, qu'il avait embauché à la Revue des Deux Mondes son épouse Pénélope dans un emploi qui avait été dit fictif. Manifestement là il décide de plaider coupable. Ça revient à dire qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Un commentaire sur... Est-ce que ça fragilise la défense de François Fillon ? Est-ce qu'à posteriori vous pensez que vraiment il aurait dû se retirer ? Valérie Pécresse. Je ne fais aucun commentaire sur les procédures judiciaires en cours. Jamais. Je considère que la justice est indépendante et qu'elle doit faire son travail dans la sérénité. C'est pas pour commenter en cours de route un procès qui n'a pas encore eu lieu. Dont acte. Votre portrait, Valérie Pécresse, s'il est signé, c'est la tradition, par Karine Bécard. Vous êtes une femme organisée, Valérie Pécresse, très organisée. Certains politiques surprennent par leurs intuitions ou par leur vraie capacité d'invention. Non, vous observez, vous apprenez et puis vous appliquez. Vous êtes une politique redoutablement méthodique. Du coup, c'est ce qui explique votre parcours. Valérie Pécresse est un très beau parcours, mais on ne peut plus classique. À 30 ans, vous êtes une jeune énarque conseillère de Jacques Chirac à l'Élysée. À 35, sans grande surprise, vous êtes immédiatement élu député. Ensuite, vous devenez ministre. Vous avez 40 ans et vous le restez bien changement pendant 5 ans avant de batailler, c'est vrai, et de finir par décrocher la présidence de la région Île-de-France. Donc, une bonne élève. Voilà ce que vous avez toujours été, qui s'est progressivement imposé et dont personne ne s'est méfié, pas même François Baroin, comme vous, un ancien chiracien. Je la trouve courageuse, je la trouve combattante. Elle s'enferme parfois un peu dans ce rôle de parce que je suis une femme et que c'est en politique et que c'est un affreux milieu de macho, il faut en faire plus. En fait, vous donnez surtout l'impression de la surjouer, votre féminité. Très souvent, c'est vrai, vous la rappelez, et au final, elle vous aura permis, comme à d'autres, de vous faufiler. Cela dit, c'est hallucinant venant de vous. Mais c'est pas grave, allez-y. On en reparlera, juste après le portrait, si vous voulez. Cela dit, je dois reconnaître que c'est plutôt votre sinuosité, Valérie Pécresse, qui m'a interpellée. C'est-à-dire votre capacité, par exemple, à passer du chiracisme au sarkozysme. Ce n'était pas forcément gagné, c'est vrai qu'il fallait oser, et vous y êtes arrivé, si, remarquablement. Même flexibilité, si vous me permettez, quand votre fillonisme, apparemment convaincu, s'est transformé à 2 semaines du premier tour de la primaire en juppéisme. Sauf que là, vous avez perdu. Jamais vous n'entendrez dans ma bouche un mot qui alimentera la division dans ma famille politique. Vraiment ? Parce que ce qui est embêtant, c'est que vous dites cela, Valérie Pécresse, le 4 juillet 2012 précisément, 6 mois avant la création du RUMP par François Fillon. Le RUMP, c'est le parti qu'il avait lancé pour tenter de se séparer de l'UMP. À l'époque, vous étiez en pleine guerre contre Jean-François Copé pour essayer de récupérer la présidence du mouvement. Aujourd'hui, c'est une autre bataille que vous souhaitez mener, cette fois face à Laurent Wauquiez. La preuve, s'il en fallait une, que jamais vous ne désarmez, que jamais vous ne renoncez. Dommage pour ceux qui, comme Nicolas Sarkozy notamment, ne l'ont jamais compris. Continue, Valérie, à nous appeler en pleine nuit. Continue à nous réveiller si tôt le matin. Parce que tu as l'affaire la plus essentielle du moment, qui est la tienne. J'aime cet engagement qui est le tien.
Alors c'était il y a 3 ans, à Nogent-sur-Marne, grand meeting de campagne pour vos élections régionales. Certains diront qu'il est blagueur, là, Nicolas Sarkozy. Moi, je dirais plutôt qu'il est injustement moqueur. Parce que de toutes les jeunes ministres qu'il avait nommées dans ses gouvernements, Ramayad, Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est incontestablement vous, Valérie Pécresse, qui finalement avez su montrer le cuir le plus épais. Maintenant, vous comptiez peut-être sur les élections européennes pour que vos divergences avec Laurent Wauquiez apparaissent de manière éclatante. Mais non, il va falloir encore être un peu patiente. Réaction, Valérie Pécresse ? Je suis un peu choquée sur la question de la féminité parce qu'il me semble justement que j'ai passé toute ma vie politique à faire de la politique comme un homme. Et je le revendique et je l'ai toujours revendiqué. Comme un homme, Comme un homme, ça veut dire en n'essayant pas de franchir les étapes pour lesquelles je n'étais pas prête, en allant dans le parti, en allant me faire élire sur le terrain, en devenant effectivement ministre avec une réforme, pardon de le dire, qu'aucun homme ne voulait faire à l'époque, celle des universités. Parce que si j'ai été ministre à 40 ans, c'est parce que j'ai accepté un poste que les hommes ne voulaient pas, dont les hommes ne voulaient pas. L'enseignement supérieur ? L'enseignement supérieur avec la réforme des universités qui était un siège éjectable. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple pour moi. Tous mes adversaires ont essayé de me ramener à cette féminité. Mes adversaires m'appelaient la blonde. Pendant les régionales, M. Barthelone m'a accusé d'être en serre-tête et en jupe plissée. Donc franchement, véhiculer le fait que c'est ma féminité que j'aurais utilisée pour réussir, franchement, je crois que ça c'est injuste. Ça a changé, Valérie Pécresse ? Ça a changé, Valérie Pécresse ? On vous renvoie encore et toujours dans cet univers-là ? Je vais vous raconter une histoire très instructive. Mon opposition, dans lesquels il y a quand même beaucoup de féministes. À la région Île-de-France. À la région Île-de-France, mon opposition est de gauche. Donc les femmes sont censées être féministes. Quand elles sont à gauche, souvent, elles se revendiquent féministes. Quand ils me prennent la parole, ils m'appellent Madame la vice-présidente. Pourquoi ? J'ai demandé le leur. Parce que vous pouvez pas être présidente, c'est ça ? Parce que je peux pas. Parce que c'est le retour du refoulé. Une femme peut sans doute pas être présidente de la première région de France. C'est un truc de dingue, mais ça m'arrive pratiquement à chaque séance. Virginie Mallard. En 2017, vous aviez écrit ce livre. En 2017, c'est l'école du vice. J'appelle ça l'école du vice. Une femme doit être vice-présidente. Être une femme politique, c'est pas si facile. Vous réécririez exactement le même aujourd'hui ? Moi, je crois qu'être une femme dans la société française, c'est pas si facile. Et je pense qu'en réalité, derrière un discours politiquement correct, d'égalité, etc., en réalité, les réseaux d'hommes sont extrêmement puissants et veillent à bien garder les places. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu disruptif, comme dirait le président de la République. J'ai envie de publier la liste de tous les postes qui n'ont jamais été féminisés. Balance ton poste. Président de la République. Balance ton poste. Président de la République. Président de la République. Ça peut vous intéresser ? Président de la République en est un, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a encore beaucoup de bastions dans lesquels les femmes n'ont pas encore, auxquels les femmes n'ont pas pu accéder. Faire suite au portrait. Mais maintenant, on peut plus dire président de Radio France. Au portrait de Karine Bécard. Où en sont vos relations avec Laurent Wauquiez ? On a eu l'impression que c'était super tendu, et puis on a l'impression que finalement vous êtes de droite réconciliables. Est-ce que c'est bien le cas, et est-ce que ça peut encore l'être au moment des européennes ? D'abord, j'ai théorisé qu'il y avait deux droites. Et on voit bien aujourd'hui que c'est la vérité. Il y a deux droites, il y a clairement deux droites. Il y a une droite qui est plus conservatrice, plus identitaire, moins libérale. Et il y a une droite qui est plus ouverte, qui est plus ouverte sur tous les sujets, plus humaniste, et qui veut à la fois de l'ordre, mais aussi du social. La droite Pécresse et la droite Wauquiez. Ou plutôt la droite Wauquiez et la droite Pécresse. C'est simplificateur de le dire, mais en tout cas, j'ai théorisé ces deux droites, elles existent, elles sont réconciliables. Mais j'ai aussi théorisé, Madame Saint-Cric, qu'elles étaient réconciliables. Et à un moment donné, il faudra qu'elles le soient si on veut incarner une alternance à Emmanuel Macron et desserrer, enfin je veux dire même faire exploser c'est une stratégie, ça. Dans lequel de rester à l'intérieur, c'est une stratégie, c'est pas quelque chose de fond. Ah bah si, je reste dans ma famille parce que c'est ma famille. Mais quand Laurent Wauquiez dit un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on pose sur Viktor Orban, vous ne pouvez pas penser les mêmes choses. Quand on ne reconnaît plus sa famille, je l'ai dit, je suis une famille. Parfois. Vous savez, moi, pardon de le dire, j'ai passé l'âge aujourd'hui de faire de la politique politicienne. Ça ne m'intéresse plus. Xavier Bertrand, il est parti, par exemple, on peut dire qu'il n'en a pas fait. Mais moi, c'est ma famille politique. Je reste. Enfin, pardon de vous dire que quand Nicolas Sarkozy avait pris l'UMP, ça n'a pas forcé ni François Fillon ni Alain Juppé à s'en aller. Quand Jacques Chirac était président de la République, Philippe Séguin, qui incarnait une autre droite que lui. Et vous considérez que ces distinctions étaient de même nature que celles que vous avez avec Laurent Wauquiez, qui est pas pire? Je pense que la droite, c'est
plusieurs sensibilités. Je pense que la droite ne regagnera qu'en bâtissant un projet d'alternance crédible à Emmanuel Macron et qu'elle ne regagnera qu'en s'élargissant. C'est la phrase que tout le monde connaît de Nicolas Sarkozy. Quand la droite se rétrécit, elle perd. Quand elle s'élargit, elle gagne. On n'a pas vocation à continuer à faire 15%. Alors malgré tout, dans la perspective des européennes, dans 7 mois, le nouveau profil, j'ai envie de dire, de Laurent Wauquiez peut surprendre. Il est finalement moins eurosceptique que prévu. Du coup, vous avez plus de mal à développer, j'ai envie de dire, votre politique à vous, qui est beaucoup plus pro-européenne. Finalement, il vous a coincé, là, Laurent Wauquiez. Non, c'est tout l'inverse, pardon de le dire. Il est venu vers vous Laurent Wauquiez voulait revenir à l'Europe à 6, il voulait un nouveau traité. À 5. Ou à 5. Un nouveau traité, ce qui était extrêmement dangereux. Parce que si on faisait voter aujourd'hui les Français sur un nouveau traité, moi je pense qu'on aurait le Frexit. Parce que tout le monde, ça deviendrait un référendum anti-Macron. Enfin, on risquerait vraiment d'avoir une catastrophe. Donc, moi, j'ai plaidé pour une liste pro-européenne de droite. Et aujourd'hui, tout ce qu'on me dit est plutôt de nature à me rassurer. Plus d'Europe à 6, plus de nouveaux traités, et un tête de liste qu'on m'annonce pro-européen. Donc c'est déjà un énorme mouvement. Vous êtes en désaccord total avec Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Désaccord total avec Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Pardon de vous dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons réussi, j'ai réussi, en tout cas un certain nombre d'entre nous ont réussi à peser sur la ligne politique de notre parti. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à construire une ligne alternative à Emmanuel Macron, très ferme sur le régalien, très républicaine, parce que moi, toutes les solutions qui sont contraires à l'état de droit, c'est sans moi. Tous les populistes, c'est sans moi, et qui redonne l'espoir, c'est-à-dire avec cette touche d'humanisme qui nous a manqué dans la dernière présidence. Juste une question. Et pro-entreprise, j'ajoute, et non pas protectionniste, antilibéral, etc. Je voudrais revenir sur le vote qui a justement eu lieu au Parlement de Strasbourg au sein du PPE contre les manquements, Orban et ses manquements à l'état de droit. Une grande partie des députés issus de LR ne se sont pas prononcés ou se sont prononcés contre ce vote. Vous l'avez condamné, mais du coup, est-ce que vous pensez que Viktor Orban doit rester au sein du PPE, et est-ce que vous pensez que LR doit rester dans le même groupe politique que Viktor Orban et d'autres? La stratégie, vous savez, je rentre de Berlin, où je suis allée pour rassurer aussi nos partenaires naturels de la CDU sur l'existence d'une droite pro-européenne, très pro-européenne. Pourquoi ? Non pas parce que je considère que l'Europe marche bien. Je considère que l'Europe, malheureusement, elle est victime de sa bureaucratie et de son absence de résultats. Mais je pense aussi que face à la menace de Trump, qui a dit quand même que l'Union européenne était l'ennemi des États-Unis, face à la déstabilisation organisée par Poutine, qui soutient l'extrême droite à la fois en France et d'ailleurs en Allemagne, face aux vagues migratoires, face au terrorisme islamiste, nous ne pouvons pas faire sans une Europe forte. Donc, je suis allée en Allemagne pour dire ça. On a parlé d'Orban. La stratégie, elle est simple. Il fallait voter l'article 7 pour mettre Orban sous procédure d'avertissement et d'alerte, pour empêcher les atteintes à l'état de droit en Hongrie, qui touchent les Hongrois eux-mêmes. Vous savez bien que ça ne se fera pas. Oui, mais enfin, quand même, le fait d'être sous une réprobation de l'Union européenne, y compris au sein de son propre parti, le PPE, c'est de nature à faire reculer Orban. Moi, j'ai rencontré l'ambassadeur d'Hongrie qui a souhaité me voir pour me rassurer, pour me dire qu'il n'y aurait pas d'atteinte à l'état de droit en Hongrie. Donc, pardon de le dire, mais on est dans une stratégie de rapport de force. Je préfère que M. Orban reste au PPE et qu'il arrête ces lois qui pourraient être éventuellement liberticides, plutôt que d'exclure immédiatement le président de la Hongrie, au risque de voir se durcir une extrême droite européenne qui est extrêmement dangereuse pour les démocraties. Karine. Alors, je rebondis sur votre déplacement effectivement à Berlin jeudi. Vous l'avez dit 2 fois. Déplacement, en fait, souvent, quand les responsables politiques français se déplacent à Berlin, c'est un peu pour se présidentialiser. Alors, vous êtes allé 1 mois pile après Laurent Wauquiez. Pourquoi vous avez fait ce déplacement à ce moment-là? On a l'impression quand même que vous êtes un peu obsédé par Laurent Wauquiez. Vous n'avez pas envie de vous laisser distancer. Valérie Pécresse. Alors franchement, vous voyez des arrière-pensées derrière tous mes déplacements. Non, la vérité est plus simple. Il fallait que je présente Libre et notre démarche pro-européenne, notre mouvement d'idées et notre démarche pro-européenne à un certain nombre d'interlocuteurs qui s'inquiètent en Allemagne de 2 choses. L'absence de résultats d'Emmanuel Macron.
Parce qu'une partie de la droite... Ils ont été très pro-Macron. Une partie de la droite merkelienne allemande s'est retrouvée dans le discours européen d'Emmanuel Macron, dans son discours réformateur aussi. Et aujourd'hui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets pourquoi ? Ils sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent que derrière le discours réformateur, il n'y a pas de croissance. Derrière le discours réformateur, il n'y a pas de baisse d'impôts, il y a une remontée des déficits. Et donc ils se rendent compte qu'en réalité, ce président de la République, auquel une bonne partie des électeurs français de droite ont voulu aussi faire confiance, ne mène pas la politique de réforme, de baisse des dépenses. C'est pour ça que j'ai appelé à un Big Bang de la dépense publique. Je pense qu'il faut qu'on réduise la dépense de l'État très puissamment, qu'on réduise les impôts, qu'on redonne de l'énergie, de la puissance à notre économie, que les Français consomment plus, qu'ils aient plus de pouvoir d'achat, que les entreprises puissent investir plus. Tout ça, ça n'est pas la politique du gouvernement. C'est pour ça que j'appelle à un sursaut de réforme en France. Nathalie Saint-Cricq. Je voudrais juste savoir si vous n'êtes pas un peu la championne du en même temps, vous aussi. Viktor Orban, vous êtes pour un avertissement, mais vous considérez qu'on peut le garder au sein du PPE. Comme Madame Merkel, comme le Premier ministre autrichien, comme nos partenaires. Je ne juge pas. Et deuxièmement, sur l'Europe, je reviens 2 minutes à la question que j'ai posée tout à l'heure. Vous considérez que Laurent Wauquiez a fait une inflexion. Et vous étiez aux Vendanges de Bordeaux avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Alain Juppé a pris des positions qui sont radicalement opposées aux vôtres, manifestement. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que Laurent Wauquiez va faire une liste Europe compatible. Où est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous n'êtes pas ami avec tout le monde, finalement ? D'abord, j'ai une grande estime pour Alain Juppé, pour son parcours. Il se trouve que j'étais sa collaboratrice quand j'avais 30 ans, quand j'étais chez Chirac, et que c'est quelqu'un dont j'admire, j'allais dire, la modération et le concret. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a les amis d'Alain Juppé et ils sont dispersés sur le spectre politique. Vous avez Édouard Philippe qui est parti chez Emmanuel Macron, mais pardon de le dire, il est parti avec sa chemise sur le dos. Il n'a pas emporté ses bagages, il n'a pas emporté le programme d'Alain Juppé. De la primaire. Jean-Michel Blanquer, on retrouve beaucoup de choses qui étaient dans le programme. Écoutez, il n'a pas emporté. Prenons l'immigration par exemple, les quotas d'immigrés, le refus de naturaliser des enfants dont au moins un des parents serait en situation régulière, dont les deux parents seraient en situation irrégulière. C'est le programme d'Alain Juppé, que je suis en train de décrire. Oui, mais et pareil, la restriction de l'aide médicale d'État à des soins d'urgence et sans pouvoir faire du tourisme médical. Enfin, tout ça, pardon de le dire, c'était dans le programme d'Alain Juppé, et aujourd'hui, c'est pas ce qui est mis en œuvre par Édouard Philippe. L'État fort d'Alain Juppé n'est pas mis en œuvre par Édouard Philippe. Les réformes de l'État avec la baisse des dépenses, la baisse du nombre de fonctionnaires, n'est pas mise en œuvre par Édouard Philippe. Donc il y a, j'allais dire, des juppéistes en marche. Il y a Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin qui essayent de trouver une troisième voie entre les Républicains et En Marche. Qui ont l'air de l'avoir trouvé plutôt du côté d'En Marche. Et puis, il y a des juppéistes qui sont restés aux Républicains et qui considèrent que la bonne stratégie, c'est de reconstruire ce grand parti de la droite et du centre, qui était l'intuition de Jacques Chirac, qui a été poursuivi et renforcé de manière considérable par Nicolas Sarkozy. Moi, je suis un peu nostalgique de cette période où on faisait 30% des voix et où on arrivait à réconcilier la droite et le centre droit pour mener une politique. Est-ce que Laurent Wauquiez est compatible avec les 30% ? Est-ce qu'il a une personnalité qui est suffisamment rassembleuse pour justement que votre nostalgie soit rattrapée par le futur ? Enfin, que le futur... L'avenir le dira, mais vous savez, la politique, c'est pas seulement qu'une question de personnes. C'est une question d'idées et de propositions. C'est pour ça que je passe mon temps. Et je vais continuer à mettre des propositions sur la table. J'en mets en matière de sécurité, j'en mets en matière de pouvoir d'achat, j'en mets en matière sociale, et j'en mets tout le temps, tous les jours, j'en mettrai des nouvelles, parce que je considère qu'abandonner les banlieues, c'est une faute, parce que je pense que de ne pas prendre la mesure de la montée des violences, c'est une faute, parce que je crois aujourd'hui que la France a besoin de se réconcilier et de retrouver l'espoir. Un mot encore sur les européennes. Juste la tête de liste Nathalie. idéale, qui serait à la fois, qui vous plairait, qui plairait à Laurent Wauquiez, qui plairait à tout le monde, qui serait suffisamment ouverte. Alors, je souhaite une tête de liste pro-européenne, je souhaite aussi une liste renforcée par des personnalités ultra compétentes dans leur domaine, et je souhaite comme enfin Brice Hortefeux ou Nadine Morano, par exemple. Et je souhaite un projet construit sur, j'allais dire, quelques idées forces. On est en guerre commerciale
totale aujourd'hui. Il faut qu'on mette en place une politique de réciprocité. Il faut qu'on ait des champions européens. Il faut qu'on arrête de faire de la politique de la concurrence une politique qui met des boulets aux pieds de nos entreprises. Il faut qu'on ait des frontières sûres. Certainement pas sortir de Schengen, mais travailler à une vraie politique migratoire commune. Tout ça, c'est des sujets absolument essentiels. Et la France doit avoir une stratégie d'influence en Europe. Les énarques doivent aller à Bruxelles. Nos parlementaires européens doivent parler l'anglais. Tout ça, c'est des sujets... envoie à Bruxelles avant, c'était un petit peu, non pas un dépotoir, mais une espèce d'endroit où on envoyait les gens qui n'avaient pas été capables de... C'est joliment formulé. Je suis pour le recyclage, j'allais dire des déchets. Voilà, sur le terrain. Sur le terrain. Je suis contre les décharges sauvages, mais non, la vérité, on ne plaisantant pas là-dessus, c'est qu'effectivement, je crois que c'est important qu'on envoie des talents nouveaux et des forces fraîches. Brice Hortefeux et Nadine Morano ? Je ne fais pas faire une politique anti-sortant, mais la vérité, c'est qu'il faudrait que chaque sortant vienne nous raconter ce qu'il a fait à Bruxelles et qu'on puisse juger ensemble pour savoir si on renouvelle. Vous êtes quand même Virginie. Sur le fond, sur les questions européennes. Et en tout cas, ne laissons pas Emmanuel Macron ni le monopole de l'idéal européen, ni le monopole de l'accession à la politique de la société civile. Oui. Parce que nous avons besoin aussi des forces de la société civile. C'est pour ça que j'ai créé Libre. C'est parce que la société civile s'engagera beaucoup plus facilement en politique dans un mouvement d'idées que dans un parti. Et c'est important, la tête de liste, dont on voit la personnalité de la tête de liste. Évidemment. Évidemment. Mais je vois que d'ailleurs que sur la tête de liste, il n'y a pas que les LR qui ont des difficultés à en trouver une. Tout le monde, oui. Tout le monde. Ce qui d'ailleurs pose un problème. Vous savez, la politique, aujourd'hui, elle est totalement décrédibilisée. Les partis politiques, malheureusement, ont montré leur plus mauvais visage. Et donc, aujourd'hui, on a un problème de recrutement. On a un problème de recrutement, on a un problème de compétences, on a un problème d'exemplarité de nos politiques. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous êtes la dernière à y croire, vous vous sentez seule ? En tout cas, j'y crois toujours et j'essaye de faire émerger une génération de jeunes talents qui y croient aussi. Virginie Malingry, si jamais il devait y avoir une liste commune entre La République En Marche et les amis de Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, qui portent quand même des idées très proches des vôtres, je ne sais pas quel sera le programme porté par Laurent Wauquiez, mais est-ce que vous voyez les combattre de manière virulente ? Mais je combattrai jamais de manière virulente des idées qui iront dans la bonne direction. Mais attendez, pardon, François Mitterrand était très pro-européen. J'ai voté avec lui sur la monnaie commune. Mais en revanche, je n'ai jamais voté François Mitterrand à une élection européenne. Il y avait une liste pro-européenne de gauche, il y avait une liste pro-européenne de droite. Et l'idéal pro-européen, il doit être incarné à la fois à droite et à gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Si Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'a pas de résultat en matière de sécurité, si Emmanuel Macron continue l'overdose fiscale, il y aura un vote anti-Macron à ces européennes. Et il faut donc qu'il y ait une autre liste pro-européenne, de droite, qui soit en opposition contre l'absence de résultats du gouvernement, mais qui défende l'Europe. Parce que sinon, on aboutira à ce que souhaite Emmanuel Macron. C'est-à-dire, en réalité, moi ou le chaos, moi ou les extrêmes. Je ne veux pas, je veux casser cet étau entre nationalistes et progressistes, dans lequel il essaye d'enfermer la droite. Moi, je suis patriote et je suis humaniste. Et c'est ça, la ligne directrice de la droite européenne. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est l'invitée de Questions Politiques. France Inter, Ali Badou. Questions politiques. Vous parliez de sécurité, c'est évidemment un dossier important. Valérie Pécresse, vous disiez tout à l'heure que Laurent Wauquiez avait plutôt rejoint vos positions en matière d'Europe. Lui, dans Le Parisien aujourd'hui en France, dit qu'il est content que vous, Valérie, ayez rejoint les positions qu'il défend en matière de sécurité, parce que pendant trop longtemps, une partie de la droite, et j'imagine qu'il vous y inclut, s'est soumise au politiquement correct et a refusé de voir la dégradation de la sécurité. Ça vous laisse sans voix. Oui, ça me laisse sans voix. Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait un virage sécuritaire. Mais absolument pas. Non, mais attendez, ce qui est incroyable, ce qui est bien, c'est qu'il y a évidemment l'authenticité d'une personne, et puis il y a la construction fabriquée de cette personne qui ne sont pas toujours cohérentes. Il se trouve que j'ai commencé ma vie politique sous Jacques Chirac. J'étais conseillère pour les questions de sécurité auprès de Philippe Massony et de Bertrand Landrieux. C'est moi qui, en 2002, au moment du gouvernement Jospin, ai travaillé
sur le plan tolérance zéro, qui a d'ailleurs en partie fait gagner à Jacques Chirac la présidentielle en 2002, puisque vous savez que c'était au moment où il y a eu une montée très très forte de la délinquance. Non, du sentiment d'insécurité. Non, on va y revenir. Non, ne refaisons pas cette histoire de 2002. Non, on va faire celle de 2018. On va ressortir les chiffres. On va faire celle de 2018. La délinquance avait progressé à l'époque, en 2002, d'à peu près 20%. Et nous avions... Parce que Chevènement avait quitté le gouvernement. Revenons en 2018. Oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Virginie. Pardon. Laissez Valérie Pécresse répondre. En tout cas, vous avez ouvert les yeux. Vous étiez soumise au politiquement correct, Valérie Pécresse. En 2002, j'étais à l'origine de cette politique tolérance zéro, donc je n'ai absolument pas changé de ligne. Je rappelle qu'en 2015, c'est moi qui ai convaincu François Fillon. En 2017, pardon, c'est moi qui ai convaincu François Fillon de proposer dans le débat la majorité pénale à 16 ans. Contre l'avis d'un certain nombre de ses conseillers les plus proches. Mais ce n'est pas nous que vous devez convaincre, c'est le président de votre parti. Non, mais je le dis. C'est lui qui porte une accusation sévère. Non, ces sujets de la sécurité ont toujours été au cœur de mon engagement. D'ailleurs, en 2015, quand j'ai demandé à Frédéric Pechnard, dont maintenant toute la France sait qu'il est mon vice-président à la sécurité, donc tout le monde sait qu'il est mon vice-président à la sécurité. Quand j'ai demandé à Frédéric Pechnard de devenir mon vice-président et de venir travailler avec moi, nous avons mis en place pour l'Île-de-France un programme qui s'appelle le bouclier de sécurité. Et qui a copié ce programme ? La région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc je suis ravie de voir aujourd'hui que cette question de l'ordre et de la sécurité est au cœur du programme des Républicains. Donc c'est Laurent Wauquiez qui a rejoint vos positions. Pardon de le dire 2 secondes. Moi je fais des propositions. Et j'aimerais aujourd'hui avoir des réponses à ces propositions. Et je lis l'interview de M. Castaner ce matin, et il n'y a aucune réponse. Quid de la majorité pénale à 16 ans face à des gangs et des bandes de jeunes, 90 gangs repérés par le ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui font la loi dans les quartiers et qui sont composés de jeunes qui n'ont pas 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Bonne question. On va s'arrêter sur chacune de vos propositions, parce qu'on a tous vu, Valérie Pécresse, ces affrontements entre les bandes rivales d'ados. Vous dites chacune de vos propositions. Moi, j'attendais aussi de ma famille politique qu'elle énumère des propositions qui soient respectueuses de l'état de droit, et qui résolvent les problèmes. C'est ça que les Français attendent de nous. Et c'est ça que je vais faire en femme libre. C'est ça ce que je vais faire en femme libre. Alors juste un mot pour l'affrontement entre les bandes rivales, parce que vous parliez de l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Quand vous voyez des ados, on va même dire des gamins, qui s'affrontent de manière extrêmement violente, des bagarres qui sont filmées au portable, avec un gamin de 12 ans qui est mort dans un combat entre bandes, entre Bagnolet et les Lilas. Que faire avec, j'allais dire des jeunes, mais ce ne sont pas des jeunes, ce sont des enfants, Valérie Pécresse. Abaisser la majorité pénale à 16 ans, ça ne résoudra absolument pas ce problème-là. Déjà, ce sera symbolique. Ce sera symbolique parce que ce que j'entends dire partout, c'est avant 18 ans, on ne risque rien. Et quand on laisse dire avant 18 ans, on ne risque rien, ce qui est faux, vous allez me dire c'est faux, mais c'est quand même ce qui se dit. Et ça se dit, ça s'entend, c'est entendu par les jeunes. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Tous les caïds vont recruter des petits. Ils vont recruter des petits parce que les petits ne risquent rien. Oui, à 12 ans, 13 ans. Mais en aggravant les sanctions, on est aussi en train de protéger les jeunes. Parce qu'on leur dit, mais attendez, vous risquez quelque chose. Vous êtes responsable. Moi, ce que je propose un gamin de 12 ans est responsable. Ce que je propose dans Libre, de toute façon, s'il commet un crime, il sera malheureusement jugé. Il faut pas croire qu'il y a une impunité. Il faut pas croire qu'il y a une impunité parce qu'on est jeune. Et aujourd'hui, le discours qui s'entend, c'est celui-là. Alors, il faut qu'on dise qu'il y a des sanctions. Ce que propose Libre, c'est d'inverser la majorité pénale. C'est-à-dire de dire, on considère que vous êtes majeur à 16 ans, sauf si le juge lui-même voit dans votre parcours des circonstances très atténuantes qui font qu'en réalité, vous devez être traité de manière plus douce. Voilà. Donc je pense inverser. Pourquoi ? Mais pour donner un signal. Le sujet, c'est de donner un signal de fermeté à ces bandes. Aujourd'hui, une bonne partie il y a un signal de laxisme en ce moment. Vous considérez soit que le gouvernement n'en parle pas suffisamment, et donc là, vous vous mettez dans une stratégie qui est d'en parler. En quoi il y a un signal de laxisme ? Attendez. Vous avez considéré l'autre jour, vous avez même fait une comparaison avec Christiane Taubira, comme si le gouvernement Emmanuel Macron était dans une espèce de bienveillance aveugle sur... Non. Mais non, il n'y a pas de problème. Les Français sont fatigués des paroles viriles qui sont pas suivis d'actes virils. Et je prends le mot viril à dessein. Mais je pensais écoutez, comme dirait Madame Thatcher, quand vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Jean-Michel Blanquer, il est totalement demandé à une femme. Jean-Michel Blanquer et Nicole Belloubet ne sont pas des ramollis. Excusez-moi, Jean-Michel Blanquer n'est pas ministre de l'Intérieur. Et quant au plan prison de Madame Belloubet, moi j'assume de dire que nous avons une politique pénale trop laxiste. Aujourd'hui, le sujet, il est simple, mais
ça ne démarre pas d'aujourd'hui. Et je dois à l'honnêteté de dire que personne, depuis des années, ne s'est vraiment intéressé à la question judiciaire. Moi-même, j'ai fait plancher la semaine dernière des magistrats, des avocats, des policiers, des représentants de l'administration pénitentiaire et des représentants des victimes sur cette question de la sécurité. Justement, ils m'ont tous dit la même chose. Aujourd'hui, on a un angle mort qui est la sanction. Quelle est la sanction efficace? Et je revendique de dire à Madame Belloubet que le bracelet électronique dont elle fait l'alpha et l'oméga de sa politique de sanction, ça ne marche pas. Nathalie, vous avez regardé les chiffres de près. C'est une provocation de laisser des agresseurs revenir dans leur quartier avec un bracelet électronique qui n'est pas efficace. Le bracelet électronique, il est en général pas géolocalisé. Quand vous sortez de chez vous, on vous appelle sur votre portable pour vous dire de rentrer chez vous. Nous, on a même eu en Ile-de-France un cas où ils sont allés chercher un camion de drogue sous bracelet électronique de l'autre côté de la frontière française. Voilà le bracelet électronique. Alors moi, je dis, il faut des sanctions efficace, et j'ai le courage de le dire, dans une France où tout le monde détourne les yeux. Alors je pense que vous avez une vision quand même un petit peu, vous considérez que Nicole Belloubet est angélique, elle a un certain nombre de points sur lesquels elle ressemble, vos propositions ressemblent aux siennes, même si on n'en parle pas trop, c'est-à-dire qu'elle considère effectivement qu'il faut des diversifications de prisons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans une même centrale d'arrêt, et elle propose notamment des structures d'accompagnement vers la sortie pour les moins de 1 an, donc elle est favorable aux diversifications des peines, comme vous. Et sur le bracelet électronique, elle dit simplement que quand on prend des délinquants routiers, des délinquants financiers, je ne suis pas là pour faire l'avocat Madame Belloubet, on ne peut pas considérer que toutes les peines se valent et que tous les lieux d'internement sont de même nature. Là-dessus, je la rejoins, mais sauf que c'est pas du tout le... Et qu'elle veut développer les travaux d'intérêt général, parce qu'elle considère aussi que c'est une alternative à l'enfermement ou à l'internement qui peut être utile. Oui, mais alors, le problème, je rejoins sur la diversification, complètement. Et d'ailleurs, je vais faire des propositions sur cette question. C'est pas du tout normal qu'on traite de la même façon des radicalisés dangereux qui devraient être mis... Elle propose 450 places de places de prison pour les radicalisés. Donc elle ne veut pas vider les prisons, comme vous dites. Écoutez, pardon. Arrêtons-nous un instant. Nous sommes dans un pays... Mais ça fait des années, et là-dessus, c'est devenu tellement banal qu'on n'y réfléchit plus. Ça fait des années que dans notre pays, on peut être condamné à de la prison ferme, et ne pas aller en prison. Moi, je ne comprends pas. Excusez-moi de vous parler peut-être comme un Huron qui découvrirait la loi française. Pour moi, l'autorité de la loi, ça veut dire quelque chose. C'est une expression de Laurent Wauquiez, le titre de son premier livre publié au moment où il était élu député. Un héron à l'Assemblée. Écoutez, vous êtes obsessionnel, monsieur. Vous êtes en train d'écrire une biographie. J'ai de la mémoire à porte très croisée. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. Pardon de vous dire, excusez-moi, moi je ne suis pas obsessionnelle du tout. En tout cas, pardon de vous dire que aujourd'hui, ça n'est pas normal. Quand vous êtes condamné à de la prison ferme, vous devez faire de la prison ferme. Alors on va me dire, les courtes peines servent à rien. Rendons-les utiles. Il se trouve que les régions ont récupéré la formation des détenus. Voilà. Typiquement, c'est peut-être des sujets qui nous séparent, mais moi je crois aujourd'hui que la formation des détenus doit être le cœur d'une mission de réinsertion. Mais simplement, je ne crois pas... Pardon, j'ai entendu Madame Belloubet dire les courtes peines servent à rien. Pour le détenu, peut-être pas. Non, elle a pas dit que ça servait à rien. Elle l'a dit comme ça. Elle a dit ça sert à rien. Nicole Belloubet. Pardon, Nicole Saint-Cric, je vous ai pas. Je voudrais finir ma phrase. Belloubet, Nicole Saint-Cric. Ça. Pas Nicole Belloubet. Excusez-moi. Nathalie Saint-Cric, c'est un lapsus. Non, le sujet, c'est que ça sert peut-être à rien pour le délinquant, mais pensons peut-être à la victime. Pensons à son quartier. Pensons à son voisinage. À un moment donné, il y a des quartiers dans lesquels on vit au rythme de l'incarcération de certains caïds. Elle veut créer pour ça des centres de semi-liberté pour les moins de 1 mois, de manière à non pas les remettre dans la nature du genre, il n'y a pas de problème mon petit bonhomme, mais au contraire pour en faire, ne pas les rendre encore pires, si j'ose dire, à la sortie. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ceux qui sont condamnés à de la prison ferme doivent aller en prison et que les peines privatives de liberté ont une vertu d'exemplarité. Par ailleurs, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut absolument que nous travaillions à du travail d'intérêt général, non pas pour les condamnés à de la prison ferme, pardon de vous dire c'est beaucoup trop tard, mais pour les primo-délinquants. Et les primo-délinquants, il ne se passe rien des mois avant qu'ils soient jugés, des mois. Et ensuite, des peines de rappel à la loi, d'avertissement ou de prison avec sursis. Dernière chose sur le sursis. Un sursis, comme dirait Coluche,
c'est quand on ne va pas en prison, quand on n'y va pas. Le sursis, il devrait être levé automatiquement s'il y a récidive. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a fait perdre à la peine sa signification. Et quand on fait perdre à la peine sa signification, eh bien, on se retrouve dans la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un sentiment généralisé d'impunité. Alors, vous avez effectivement envie de redonner de la force aux peines, à tel point que vous souhaitez doubler les peines dans les quartiers criminogènes. Ça peut paraître un peu surprenant, et surtout, on voudrait comprendre comment vous allez faire, c'est-à-dire vous allez écrire une carte des quartiers les plus criminogènes. C'est possible en droit de faire une chose comme ça? Alors, c'est très simple. D'abord, oui, c'est possible en droit, je vais vous expliquer comment. Mais le sujet, il est simple. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui vient de démissionner, qui s'appelle Gérard Collomb, qui en partant a dit « Il y a dans la République des quartiers perdus pour la République, livrés aux narcotrafiquants et à l'islamisme radical. » Il part, il dit ça. Il dit « On a longtemps vécu côte à côte, j'ai peur qu'un jour on vive face à face. » Il dit ça, il part. Il ne se passe rien. Le président de la République va à la télévision et nous dit « Je change pas de cap ». Alors moi, je vous le dis, il faut changer de cap. Et vis-à-vis de ces quartiers, il faut y ramener la paix et il faut y ramener l'espoir. Deux jambes. La paix, ça veut dire de la sécurité. J'ai entendu M. Castaner nous dire « Avec 30 policiers, on résout le problème ». C'est ce qu'il dit ce matin. Avec 30 policiers de plus, effectivement, dans chaque quartier, on voit des résultats dans plus chaque probants. quartier. Oui. Eh bien, je suis au regret de lui dire que nous avons... Pas. Non, il y a des centaines de quartiers. J'ai pas entendu un plan de recrutement de milliers de policiers. Donc il y a des centaines de quartiers. Je ne vois pas comment il peut faire uniquement avec une réponse police nationale. Moi, ce que je propose que on généralise les polices municipales armées, qu'on donne, y compris à Paris, et ça nécessite une loi, qu'on donne à ces polices municipales armées une vraie formation et que ce soit elles qui fassent la police de proximité. Que la police nationale, elle, se concentre sur les bandes, les caïds, le grand banditisme, moi, je vous parle de la doubler police nationale. Et dans les quartiers j'y arrive. Et le sujet, c'est la sanction. Si vous voulez reprendre pied dans ces quartiers, pardon de vous dire que moi, j'en ai beaucoup dans ma région. J'en ai beaucoup. Et ce qu'on me raconte aujourd'hui sur ces quartiers dans lesquels les citoyens ne peuvent pas rentrer sans montrer parfois leur carte d'identité. Parce que c'est des quartiers qui sont verrouillés, qui sont fermés. Bon, eh bien je le dis, dans ces quartiers-là, on devrait avoir une circonstance aggravante qui permettrait de doubler la peine pour tous les actes qui sont commis dans ces quartiers-là. Parce que c'est comme ça qu'on tapera dur. On a une loi pénale qui est moins sévère dans ces quartiers-là, de fait, qu'elle n'est dans les autres quartiers. Vous êtes conseillère d'État, Valérie Pécresse. Le Conseil d'État valide, à votre avis? Mais bien évidemment, les circonstances aggravantes, Madame Bécard, ça existe quand on s'attaque à quelqu'un qui a l'autorité publique. Ça existe quand on commet un acte et qu'on a autorité, par exemple sur un subordonné. Si vous harcelez un subordonné, c'est une circonstance aggravante. Des circonstances aggravantes dans le droit français, il y en a pour tout. Moi, je propose une circonstance aggravante sur certains quartiers parce qu'on est dans du rétablissement de l'ordre dans ces quartiers. Et ça, c'est tout à fait constitutionnel et ça n'empêche pas du tout l'individualisation de la peine. C'est juste que c'est une circonstance aggravante. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on pense à un moment donné aux habitants de ces quartiers. Aux habitants de ces quartiers qui vivent dans la peur, qui vivent avec des couvre-feux de fête, qui n'osent pas sortir le soir de chez eux et qui, parfois, à ces vieilles dames à qui on dit « va te promener, on fait le deal et c'est chez nous ici ». Ben, c'est pas chez eux ici, c'est le territoire de la République. Vous faites du Laurent Wauquiez, mais absolument pas. Mais où est-ce qu'il est? Mais arrêtez. Enfin, vous êtes obsessionnel. C'est votre président. Vous faites du Valérie Pécresse. Alors, vous faites du Valérie Pécresse. Pardon, j'ai attendu aucune proposition aujourd'hui de ma famille politique sur le plan banlieue et la reconquête de ces quartiers. D'ailleurs, Éric Ciotti dit que votre proposition de doubler dans les quartiers criminogènes ne tient pas debout et que c'est totalement illégal. Il a tort. Éric Ciotti, c'est pas il a tort qu'il demande aux magistrats, aux avocats que j'ai fait plancher encore pas plus tard que la semaine dernière pour la Convention, quelles sanctions efficaces, de libre, qui ont tous dit que les circonstances aggravantes, ça fait partie de la sécurité et de l'arsenal pénal. Et j'ajoute que Frédéric Pechnard et moi, nous sommes complètement sur la même ligne sur ce sujet.
J'ajoute que j'ai toute une autre série de propositions, y compris pour sécuriser les transports publics et éviter le terrorisme. Moi, je souhaite qu'on légalise et qu'on travaille sur la légalisation de la reconnaissance faciale dans les transports. Et je souhaite qu'il y ait des peines d'interdiction de transport pour un certain nombre de personnes particulièrement violentes. Aujourd'hui, si on veut rétablir la sécurité, moi, je ne veux plus que dans ma région, les personnes se sentent en insécurité. On l'a entendu, ni dans les quartiers, ni dans les transports en commun. Mais Valérie Pécresse, il y a une grande manifestation aujourd'hui, manifestation contre l'homophobie. Ça ne concerne pas seulement les quartiers, ça concerne parfois le cœur de Paris avec des couples d'hommes victimes d'agressions. C'est un des territoires dans lesquels il faudrait faire des circonstances aggravantes. Comment y mettre fin ? Sur l'homophobie, je crois qu'il faut qu'on travaille sur l'éducation. Nous, à la région, nous avons une association qui est une association régionale qui s'appelle le CRIPS, qui va dans tous les lycées pour parler de ces choses-là et pour faire de la pédagogie. Nous ne travaillons que dans les lycées parce que le rôle de la région, c'est dans les lycées. Il faut commencer dans les écoles, dans les collèges. Là, il y a une question éducative, primo. Et deuxièmement, il y a aussi la question du respect de la loi française. Donc, sur ces deux sujets, là aussi, pardon de le dire, il faut rétablir l'ordre républicain. La loi de la République doit s'imposer sur tout le territoire. Et sur l'homophobie, il faut une éducation, et ça passe, et c'est pour ça que la région finance des actions éducatives et de prévention. Je reviens juste sur ces histoires de délinquance et de criminalité. À vous entendre depuis quelques semaines, on a l'impression que ça explose, qu'il y en a de plus en plus, etc. Quand on regarde les chiffres, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais quand on regarde les chiffres de 2017, à part la délinquance numérique, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de bon. Ça ne baisse pas, hein, mais on n'est pas dans une situation incandescente. Or, vous attisez ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à faire ça ? Non. Ça, c'est parce que beaucoup de personnes ont détourné le regard et que malheureusement l'actualité tragique des derniers jours a mis le projecteur sur cette question. C'est pour ça que aujourd'hui les commentateurs, les journalistes s'y intéressent. Moi, je n'ai pas changé de discours. J'ai commencé à parler de ça en 2002. Aujourd'hui, au moment de la présidentielle, souvenez-vous, de Viry-Châtillon, de la Grande Borne, des policiers brûlés. Donc, je veux dire, à chaque fois, cette question de la sécurité, elle se rappelle à nous dès qu'on commence à regarder ce qui se passe dans un certain nombre de territoires français. Et on a pris le temps d'en parler, Valérie Pécresse. Mais l'insécurité, elle n'est pas la même partout. Le problème, c'est que ce qu'on est en train de laisser faire, c'est un enfermement des délinquants dans des quartiers, et ça fait des années qu'on détourne le regard, parce que tout simplement, les journalistes et les élites n'y habitent pas dans ces quartiers. Donc il y a une reconquête à opérer. Je suis contente que Gérard Collomb ait eu la lucidité de le dire. Maintenant, on attend des actes. Alors, on va revenir à la capitale, à votre région. Vous avez combattu la piétonisation des voies sur berge, le retour vers Vous alliez m'interrompre, mais vous avez combattu la piétonisation des voies sur berge à Paris. J'ai combattu la méthode qui a été employée pour piétoniser les voies sur berge. J'ai toujours dit que je considérais qu'il était légitime pour des maires de vouloir apaiser la circulation au cœur de leur ville. Donc, alors on irait vers un rejet des recours contre la piétonisation. Le tribunal administratif de Paris doit trancher d'ici quelques jours. Est-ce que, avec un peu de recul, vous dites que Anne Hidalgo a eu raison et que finalement on ne reverra plus de voitures dans ces espaces-là qui sont aujourd'hui réservés aux piétons et aux vélos? Mais je continue de dire que l'objectif était certainement louable, ou en tout cas, peu importe, parce que c'était le projet de la maire de Paris, et que, en tant que présidente de région, je n'ai pas à m'opposer au projet d'un de mes maires. Le problème, c'est pas ça, c'est la méthode. Et pardon de le dire, mais nous, les banlieusards, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Et comme on n'est pas des citoyens de seconde zone, il n'est pas question qu'aujourd'hui on soit soumis à des souffrances parce que uniquement il n'y a pas eu de concertation, parce que uniquement on n'a pas fait ça de manière progressive, parce que uniquement on s'est dit c'est pas grave s'il y a 10 millions de banlieusards à l'extérieur qui peu ou prou souffrent d'une décision unilatérale de la ville de Paris. Vous avez perdu le combat ? Je crois que ce que ça a permis de montrer sur les voies sur berge, c'est plusieurs choses. C'est que d'abord, si on veut résoudre le problème de la pollution à Paris, il faut travailler avec la banlieue. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que le problème, c'est d'abord de mettre en place une stratégie cohérente. Parce que déplacer la pollution sur le périphérique, ça sert à rien. Je rappelle qu'il y a quand même des habitants le long du périphérique qui, eux, souffrent d'encombrement et de pollution qui ont augmenté avec cette décision. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. On doit travailler tous ensemble, on doit avoir une stratégie cohérente. Ce que j'ai obtenu grâce à mon bras de fer sur la piétonisation, c'est quand même qu'on ouvre 1000 places de parking, alors que la ville de Paris refusait de les ouvrir, à demi-tarif,
pour les habitants de la banlieue, pour qu'ils puissent déposer leur voiture. C'est déjà un premier signe de considération vis-à-vis des habitants de la banlieue qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans Paris. Alors malgré tout, Valérie Pécresse, on vous a Mais ça ne veut pas dire que la pollution n'est pas un sujet primordial pour moi de santé publique. Ça l'est puisque je mets 20 milliards d'euros sur la table pour faire plus de transports en commun. Alors sauf que voilà, on vous entend beaucoup plus parler. Et là, c'était évocateur, enfin éloquent pendant l'émission, beaucoup plus parler des sujets. Alors ça, vous êtes une femme de droite, mais des sujets régaliens et de la sécurité que des problèmes de réchauffement climatique. Quelles sont concrètement les mesures que vous prenez pour lutter contre le réchauffement climatique, alors que là, cette semaine, on parlait énormément de péage urbain. Vous avez encore une fois dit que vous y étiez opposé et que vous vouliez simplement taxer les poids lourds de transit, il me semble. Il y a des mesures beaucoup plus fortes. La planète est en train de brûler. Quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre? Mais pas des petits pas, Madame des vrais pas. Madame Bécard, ça t'a dû surprendre, mais je me considère comme une écologiste. Et je m'en suis pas rendu compte. Quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, c'est moi qui ai demandé à l'Académie des sciences de se prononcer sur le réchauffement climatique, ce qu'elle n'avait pas fait parce qu'elle était sous l'influence de Claude Allègre. Mais ça, c'est pas des mesures. Excusez-moi de vous dire, c'est symbolique. Et de demander aux climatologues s'ils ont vécu ça comme un soulagement, parce que l'Académie des sciences a enfin dit qu'il y avait réchauffement et que c'était l'activité humaine qui le causait. La pollution à Paris, Madame Bécard, en hiver. 50% de la pollution à Paris l'hiver, c'est les chaudières défectueuses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une aide au remplacement des chaudières polluantes. Personne n'en a fait une autre à Paris. Donc moi, je l'ai fait. Sur les transports, j'ai fait un appel d'offres de 1000 bus électriques pour remplacer tous les bus diesel et j'ai fait voter la première, parce que mon prédécesseur l'avait pas fait, l'interdiction des bus diesel à Paris, en petite couronne et dans toute la zone urbaine de la grande couronne d'ici 2025. Mais concrètement, c'est fait ou pas? Concrètement, c'est fait. Les 1000 bus, j'ai lancé l'appel d'offres, c'est le plus gros appel d'offres européen d'achat de bus électriques. Pardon, pourquoi ils ne roulent pas? Parce que les dépôts de bus de la ville de Paris sont pas aux normes et qu'il n'y a pas de recharge électrique. Donc moi, j'attends de la ville de Paris que, au lieu de parler, ils fassent, que la RATP puisse avoir des dépôts de bus et que ces bus puissent rouler. Mais je les ai commandés. Nathalie Sacré-Cœur. Pardon de vous dire que l'urgence écologique est dans toutes les politiques de la région. Je viens de faire une stratégie énergétique dans laquelle j'annonce que la région sera demain décarbonée. Nous sommes les derniers de la classe pour les énergies renouvelables en Ile-de-France et 2% seulement de production d'énergie renouvelable. J'ai annoncé un grand plan de développement de toutes les énergies renouvelables, de la méthanisation des déchets, du solaire. Voilà, pardon, mais venez regarder tout ce qu'on fait à la région et vous me jugerez sur mes actes. Je ne suis pas sur les préjugés. Juste une petite question, vous parlez beaucoup de pouvoir d'achat aussi, en considérant et je suis peut-être pas totalement dans la ligne de mon parti quand je vous dis ça. Non mais c'est bien de prendre des décisions, mais c'est bien quand elles sont effectivement appliquées. Mais quand effectivement on apprend des bus par exemple ne sont pas branchés, 28 milliards d'euros pour les transports en commun sur la trajectoire carbone qui consiste à augmenter, de frapper de taxes le diesel et l'essence de manière à ce qu'à terme dissuader les gens. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans le cadre justement de la lutte contre le réchauffement? De toute façon, il fallait... Ça va grever de plus en plus le pouvoir d'achat des gens. De toutes les façons, depuis le scandale Volkswagen, il n'y a plus de confiance dans le diesel. Et je viens de lancer une première mondiale. C'est une enquête scientifique sur la pollution des bus diesel qui va peut-être faire grand bruit, puisque pendant 1 an, on va tester les bus diesel en circulation comme pour Volkswagen. On va tester les bus diesel en circulation et d'ici quelques mois, j'aurai la réponse pour savoir si les bus diesel sont vraiment respectueux des normes. Même si ça grève le pouvoir d'achat des citoyens, il faut continuer, tenir bon, c'est-à-dire renchérir le coût de l'essence, du diesel, de tout, en mettant des taxes sur le diesel. Moi, j'aurais plutôt baissé les taxes, mais d'une manière générale, je pense qu'il faut qu'on baisse les taxes. Les Français sont en overdose, ça plombe la croissance et l'emploi dans notre pays. Donc il faut baisser les taxes. Mais il faut mettre les mêmes pour le diesel et pour l'essence. C'est une évidence pour moi. Et j'ajoute une dernière chose. Vous avez parlé du péage urbain. Le péage urbain, pourquoi je suis contre? C'est parce que l'idée, c'est de faire un péage urbain pareil, toujours pareil, le long de Paris. Ça veut dire en réalité qu'on fait une barrière territoriale et sociale en Ile-de-France. Et ça, je suis contre. En revanche, mais qu'est-ce que vous faites contre le conducteur qui est seul à sa voiture? Dans sa voiture, il y en a au moins 30%. Je fais le covoiturage gratuit et subventionné, Madame Bécard. Ça marche très bien. On a fait plus 10% de covoitureurs cette année en Ile-de-France. Pardon de vous dire et je vais faire aussi une autre expérimentation, c'est je vais utiliser les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes pour faire rouler des trains de bus propres, de façon à ce qu'on puisse laisser sa voiture le plus loin possible, avec 15 000 nouvelles places de parking relais. J'agis sur tous les leviers, tous azimuts, pour essayer de protéger Paris de la pollution. Et vous avez prononcé l'arrêt de mort du ticket de métro.
Mais c'est vraiment pour la plaisanterie. C'est-à-dire que je souhaiterais qu'on puisse aller à un moment donné vers une tarification plus intelligente où quand on ne prend pas le métro aux heures de pointe, on paye moins cher, ce qui permettrait de diminuer l'engorgement du métro et que plus de monde le prenne. C'est ça le sujet. Merci Valérie Pécresse, merci Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Questions Politiques. Merci à toutes les trois. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. So Cook, cuisine équipée, un premier rang.